Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez regardé les programmes de Basket Session Reverse sur YouTube, le CQFR, ce à quoi il fallait répondre avec vos questions, celles auxquelles on essaie de répondre à chaque fois, avec le Hoop Culture de Théo et Pierre Armand qui était dimanche. Pas de Moop Deep ce week-end, Benjamin est souffrant et normalement il sera de retour la semaine prochaine avec là aussi vos questions, celles que vous lui avez envoyées, normalement il pourra y répondre dans l'émission. Un autre souffrant, c'est mon cher Antoine Pimel qui n'est pas là ce matin et qui récupère et qui sera, je pense, là demain matin. On lui souhaite évidemment un très bon rétablissement. On va quand même parler de NBA et faire notre CQFR du lundi matin traditionnel parce qu'il s'est passé pas mal de choses en NBA, à commencer par la NBA Cup. On connaît la finale de l'événement, on sait qui s'affrontera à Vegas mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Et ce seront donc les Milwaukee Bucks et l'Oklahoma City Thunder. Donc pas de surprise, les deux favoris de ces deux oppositions des demi-finales l'ont emporté. Les Bucks ont validé leur billet pour la finale en dominant Atlanta, qui s'est encore très très bien battu et qui a fait une superbe campagne en NBA Cup. Milwaukee l'a emporté 110-102. L'homme du match, Giannis Antetokounmpo, sans surprise. Presque triple-double pour le Greek Freak. 32 points, 14 rebonds, 9 passes décisives. Il a sorti le grand jeu et il fallait bien ça. Parce que le match a été longtemps accroché. Atlanta a tenu le choc en partie grâce à Trae Young, qui finit avec 35 points, 10 passes et 5 rebonds. Jalen Johnson a été un peu moins prolifique qu'à d'autres moments. Il a marqué que 15 points. Et Trae Young a manqué peut-être d'un peu de soutien. On aurait aimé voir Zachary Rizaché plus à la fête. Le Français a marqué que 2 points en 17 minutes. Et il a été assez discret comme plusieurs fois ces derniers temps. Il a fallu que Giannis quand même prenne les choses en main dans le money time avec Damian Lillard qui lui marque 25 points, Brook Lopez 16 points. Et dans les 6 dernières minutes, donc je vous disais qu'Giannis avait pris les choses en main. Giannis c'est 10 points, une passe décisive et un contre dans les 6 dernières minutes. Et donc une fin de match assez clutch pour le grec. Donc contrairement à l'an dernier, Milwaukee cette fois va pouvoir disputer la finale et essayer de gommer un début de saison qui a été pour le moins poussif, on va dire. Avec Philadelphie, c'était les deux équipes de l'Est qui avaient fait un démarrage catastrophique et qui se battaient pour la dernière place. Les Bucks ont clairement amorcé leur retour vers les premières places, un statut plus digne, et vont en plus disputer la finale de la NBA Cup. Donc on peut dire que Doc Rivers et son staff ont trouvé les solutions pour que les choses aillent mieux. Face aux Bucks, mercredi, on retrouvera Oklahoma City. OKC toujours aussi dominateur, toujours aussi serein, qui a dominé assez nettement quand même les Houston Rockets, 111-96. Comme pour Milwaukee avec Giannis, on a vu un homme crever l'écran du côté du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, 32 points, 8 rebonds, 6 passes. C'était très serré en première mi-temps, ça s'est un peu passé du côté du Thunder ensuite. OKC a pu accélérer grâce à SGA et les Rockets n'ont pas pu tenir le rythme. Les Texans n'ont pas trop trouvé de solution. Alperen Sengun a marqué que 13 points à 6 sur 16. Jalen Green 12 points 5 sur 14. Fred VanVleet très maladroit, 6 points à 3 sur 15. A contrario, OKC a trouvé de l'adresse, a donné le tempo avec Shai Gilgeous-Alexander, qui a été aidé par Isaiah Hartenstein, décidément très 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 bon depuis qu'il a pu faire ses débuts avec OKC, 21 points. Jalen Williams, le lieutenant, comme d'habitude, 20 points. Et Luguentz-Dort, 19 points. OKC a imposé sa loi et va pouvoir défier Milwaukee mercredi, un match qui s'annonce assez spectaculaire et on l'espère très très plaisant. Moi je vois bien OKC remporter l'NBA Cup. Il me semble que j'avais fait ce pronostic là il y a quelques semaines et ça se confirme. Est-ce que ça voudra dire qu'ils vont perdre de l'influx pour le reste de la saison? Je ne crois pas. C'est une équipe qui me paraît en mission et déterminée à faire mieux que l'année dernière. Ensuite, ce week-end, il y a eu avant qu'on parle des matchs quand même de la nuit dernière, il y a eu quelques informations à traiter, notamment le trade de Dennis Schroeder vers les Golden State Warriors. Les Nets, on savait qu'ils étaient un peu en quête de trade presque trop fort pour ce début de saison, alors qu'on les attendait candidats au tanking. Les Nets qui se sont séparés donc de Dennis Schroeder, qui rejoint Golden State contre D'Anthony Melton, blessé jusqu'à la fin de la saison, ça on le savait aussi. Et 3 deuxièmes tours de draft, ce qui permet aux Warriors de récupérer un très très bon arrière, un MVP de Coupe du Monde, un joueur qui portait un peu les Nets sur ses épaules aussi quand même depuis le début de la saison. Il tourne à 18.4 au niveau des points, 6,6 passes décisives, 3 rebonds de moyenne. Il a un contrat très très favorable à 13 millions de dollars qui est expirant à la fin de la saison. Donc c'est un très très bon move je trouve de la part des Warriors, en tout cas sur le court terme. On peut imaginer qu'il débute les matchs avec Curry, on peut imaginer qu'il sorte du banc et être le général du second unit. Ça me paraît être un très 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 bon move, on pourra peut-être en rediscuter
en fonction de ce que les Warriors décideront de faire ou pas par rapport à d'autres joueurs. On pense à Jimmy Butler évidemment. Avec le trade, avec le fait que D'Anthony Melton a été utilisé dans le trade, j'ai l'impression que ça va quand même pas condamner Golden State, mais il reste des atouts, hein, Kuminga, Wiggins, mais je suis plus si sûr que les Warriors veuillent faire Jimmy Butler, Schroeder étant déjà quand même une très très bonne recrue. Schroeder n'était pas là pour le match des Warriors cette nuit contre Dallas. Je suis pas sûr toutefois que Schroeder aurait changé grand chose et empêché Golden State de prendre 143 points. Les Warriors ont été nettement battus, en tout cas nettement surclassés défensivement. Il y a eu un récital magnifique de Luka Doncic qui a mis 45 points, 13 passes, 11 rebonds, 16 sur 23, 6 paniers primés. Un match de très 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 grande classe de Doncic qui a été aidé quand même, il n'était pas tout seul, hein, le Slovène. Klay Thompson qui a fait son deuxième retour à Golden State, encore un très bel hommage pour l'ancien Splash Brother qui a marqué 29 points, 7 paniers à 3 points, qui s'est rappelé des bons moments qu'il avait passé là-bas, dont 2 en fin de partie pour plier l'affaire. Les Warriors qui ont eu 4 joueurs à 20 points ou plus, Curry, Green, Wiggins et Buddy Hield, n'ont pas réussi par contre à défendre de l'autre côté et ça finit sur un 143 points encaissés et je me rappelle plus, et 143 à 133 voilà, pour les Mavs sur le parquet des Warriors. Donc ça c'était un peu l'affiche de la nuit de dimanche. Il y avait aussi le retour de LeBron James qui avait manqué les 2 derniers matchs pour les Lakers. Alors officiellement pour soigner son pied, un pied qui l'handicape depuis quelques années de son propre aveu, mais on sait aussi que LeBron avait besoin de souffler, JJ Redick en avait parlé, et donc il a manqué 2 matchs et fait son retour cette nuit contre les Memphis Grizzlies, et les Lakers en ont profité pour s'imposer 116 à 110. LeBron a fait un petit match, en tout cas d'après ses standards, 18 points, 8 passes, 8 rebonds. On a surtout vu un autre joueur de l'effectif, comme souvent cette année, Anthony Davis, 40 points, 16 rebonds. Les Lakers n'ont jamais été inquiétés ou menés au score. Ils ont compté jusqu'à 23 points d'avance, même en deuxième mi-temps. Ils ont quand même relâché un peu la pression en fin de partie, et ça finit sur le score de 116 à 110. Sans surprise, les Pelicans ont subi une 13e défaite en 14 matchs. Il se murmure notamment que New Orleans serait ouvert à l'idée de se séparer de Zion Williamson, en tout cas via un trade. Zion n'était évidemment toujours pas là, les autres commencent à revenir. Cette fois, sur le parquet des Pacers, ça n'a pas suffi. La présence de DeJounte Murray, de CJ McCollum, victoire 119-104 des Pacers, qui se relance bien en ce moment, qui avec Pascal Siakam autour de 22 points, Tyrese Haliburton de 21 points et 10 passes, ont réussi à s'imposer malgré les 20 points de Brandon Boston Jr. Le fait que ce soit lui le meilleur marqueur des Pelicans montre quand même que des choses ne vont pas cette année à Nola, entre autres. Il y a eu beaucoup de blessures, mais il y a aussi des dysfonctionnements dans l'effectif assez clairement. Autre équipe qui perd beaucoup de matchs, les Washington Wizards. Washington a perdu 16 de ses 17 derniers matchs, et après le match de cette nuit contre Boston à Washington, Boston s'est imposé 112 à 98. Jason Tatum, 28 points, qui permet, après avoir manqué, il a manqué 2-3 matchs récemment pour se reposer un peu. Les Celtics fonctionnent un peu comme ça aussi, ils ont besoin de faire souffler leur cadre. Les Celtics qui continuent de talonner Cleveland, qui est leader de la conférence Est, mais Boston traîne à un match derrière et espère bien renverser la situation avant la fin. Du côté des Wizards, nos Français ont joué, étaient titulaires. Bilal Koulibaly, 19 points dans la lignée de ses performances récentes sur le plan offensif. 19 points et 6 passes à 8 sur 20. Et Alex Sarr, 14 points, 6 rebonds et 2 contres, avec un peu moins d'adresse, 6 sur 18 pour le numéro 2 de la dernière draft. Fin de série pour Orlando, fin d'invincibilité même, je devrais dire, pour Orlando, qui était invaincu à domicile jusqu'à ce dimanche. Ce sont les Knicks qui ont mis fin à l'invincibilité du Magic avec une victoire 100 à 91 en Floride, avec 31 points de Jalen Brunson, un très très gros double-double de Karl Anthony Towns, 22 points, 20 rebonds. Et New York a suffisamment bien défendu contre une équipe qui, malheureusement, est privée de Paolo Banchero et Franz Wagner jusqu'à nouvel ordre, et qui n'a pu marquer que 91 points. Pour remplacer son petit frère, Moritz Wagner a battu son record de points NBA, 32. Pareil pour le rookie Tristan da Silva, 20 points. Ça a été insuffisant puisque celui qui était un peu la première option jusque-là, en l'absence des 2 meilleurs joueurs de l'équipe, Jalen Suggs, a shooté à 4 sur 19 et est passé complètement à côté de son match en attaque.
Les Minnesota Timberwolves sont en mode défense de fer en ce moment. Ça leur a encore permis de remporter un match. Cette fois, c'était à San Antonio. Victoire 106-92 pour Minnesota. Anthony Edwards, 26 points. Minnesota qui a réussi à limiter Victor Wembanyama sous les 50%. 8 sur 20 au tir. Mais le Français a quand même été magnifique avec 20 points, 12 rebonds, 5 passes, 7 contres. Il était peut-être un peu trop seul cette nuit pour faire face à une équipe qui est beaucoup mieux à l'approche de la fin d'année. Et c'est son 8e match en carrière avec au moins 20 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Avant l'âge de 21 ans, il n'y a aucun autre joueur dans l'histoire de la NBA qui en a enregistré plus de 1. Victor en est à 8. C'est pour vous dire un peu l'accomplissement du bonhomme. Et face à son camarade en équipe de France, Rudy Gobert, Victor a fait de son mieux. Rudy, lui, a inscrit 10 points et pris 9 rebonds. Dernier match de la nuit, les Suns qui ont un peu tremblé quand même dans le 3e quart-temps, qui ont laissé Portland même repasser devant, mais la logique l'a finalement emporté. Phoenix avec Kevin Durant ne perd quasiment pas, et Phoenix l'a emporté 116-109. KD a pourtant été plus maladroit que d'habitude, 9 sur 23 au tir, Devin Booker 28 points, pas de Bradley Beal pour les Suns, mais ça fait quand même une 6e défaite de suite pour les Blazers. Phoenix qui remonte tranquillement, gentiment dans la conférence Ouest et qui espère bien pouvoir compter sur KD jusqu'à nouvel ordre pour remonter et retrouver une place plus digne de leurs ambitions. Voilà. Pour les petites informations aussi du week-end, les Sixers sont maudits. Il n'y a pas d'autre explication, je pense. C'était la bonne surprise du début de saison, le rookie Jared McCain qui était fréquemment le meilleur scoreur de l'équipe, en l'absence de Joel Embiid et de Paul George notamment. Et même quand ils étaient là, il arrivait à se signaler. Malheureusement, Jared McCain est victime d'une déchirure au niveau du ménisque latéral du genou gauche et va devoir être opéré avec une absence à durée indéterminée, mais ça ne sent pas très bon. Le ménisque, on sait que c'est au moins 2-3 mois a priori, et il n'est pas sûr que les Sixers prennent le risque de le faire rejouer avant la fin de la saison, sauf peut-être participation aux playoffs, sauf remontée exceptionnelle au classement, ce qui est toujours possible, mais c'est quand même triste et dommageable. C'était clairement l'un des candidats au titre de rookie de l'année. McCain avait été pris avec le 16e pick, il tournait à 15,3 points de moyenne, et il avait joué tous les matchs depuis le début de la saison, les 23 pour Philadelphie. Un peu plus tôt, on avait aussi appris que Joel Embiid avait été victime d'une fracture du sinus. Il s'était pris il avait pris une main au niveau du visage lors du dernier match. Et on ne sait pas combien de matchs il va rater. Une fracture du sinus, on sait qu'il avait déjà joué par le passé avec un masque. Est-ce que là, il le refera? Est-ce que ça implique une nouvelle absence un peu longue durée? Les Sixers n'ont pas du tout besoin de ça. Les Sixers qui, certes, vont mieux, mais qui ont quand même un bilan de 7 victoires et 16 défaites. La conférence Est est toujours ouverte, donc une bonne série peut leur permettre de se repositionner. Mais sur le long terme, ne pas pouvoir compter sur McCain, devoir composer avec les pépins physiques de Joel Embiid, peut-être ceux de Paul George aussi, qui sait, Tyrese Maxey, c'est une saison très 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 compliquée pour les Sixers. Voilà pour ce qu'il fallait retenir du week-end. On se retrouve normalement avec Théo cet après-midi pour un podcast un peu plus long sur un sujet que l'on essaiera de développer. Continuez à aller sur la chaîne pour regarder éventuellement les programmes que vous n'avez pas pu voir ce week-end. Je vous le répète, le CQFR, celui où on répond à vos questions du samedi matin, le Hoop Culture le dimanche et éventuellement d'autres que vous n'auriez pas eu le temps de regarder encore. On vous souhaite un très très bon lundi, un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.